Commençons maintenant un nouveau chapitre, ou bien la première action d'administration proprement dite, à savoir la gestion des utilisateurs. Donc, la gestion maîtrisée des comptes et utilisateurs et groupes, c'est une tâche qui est essentielle au niveau de l'administration du système. Mais il influe sur la cohérence et la sécurité du système au niveau local et aussi au niveau d'une collaboration de plusieurs machines sur un réseau quand vous êtes l'administrateur de ce système. Alors, tout système Unix, il comporte un compte, comme on l'a déjà dit, un compte privilégié, baptisé historiquement le root. Donc, il s'appelle root et son numéro interne est égal à 0. Alors, pour le numéro interne, on a dit que tout compte ou bien tout utilisateur est identifié par ce qu'on appelle un UID. Un UID. Et alors, le UID du root, c'est le 0. Alors, ce compte possède les pleins pouvoirs sur le système. Il doit correspondre à une personne vraiment qui est compétente, rigoureuse, irréprochable du point de vue technique, mais aussi de point de vue déontologique. Donc, c'est l'administrateur système. Alors, certains autres comptes ne correspondent pas à des personnes physiques. Il s'agit des comptes prédéfinis associés à des logiciels ou à des services. Il y a des comptes qui ne sont pas associés à des utilisateurs physiques. Et pourquoi? Leur raison d'être, ils sont associés à des logiciels ou services comme étant responsables. Donc là, on parle de propriétaire pour certains processus, fichiers assurant, par exemple, la modularité ou bien la sécurité au niveau du système. Alors, la connexion interactive est souvent impossible sur ces comptes, donc des mots de passe qui sont verrouillés, et on les qualifie de pseudologin. On les appelle les pseudologins. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le root, il y a les autres comptes qui sont associés à des personnes physiques, et il y a les pseudologins qui sont associés à des applications et aussi à des services. Alors, il y a deux façons similaires. Il existe un nombre de groupes qui est déjà prédéfini. Alors, la notion de groupe, c'est quoi? Donc, les utilisateurs au niveau du système Linux Unix, chaque utilisateur, il doit absolument appartenir à un groupe. Eh bien, il y a des groupes qui sont prédéfinis. Ils jouent un rôle important au niveau de la protection des fichiers système. Tout ça, il est fait pour la sécurité. Donc, il joue un rôle très important pour la sécurité de votre système. Et la plupart des versions, ils ne différencient pas le groupe principal et le groupe secondaire au niveau des droits d'accès aux fichiers. Donc, un utilisateur, il peut appartenir simultanément à plusieurs groupes, pas de souci. Donc, cette hiérarchie, c'est une hiérarchie pour sécuriser l'hiérarchie des fichiers. Alors, il y a deux commandes, donc la commande groups et la commande ID. Il affiche la liste de tous les groupes d'un utilisateur. Vous êtes connecté avec votre utilisateur courant maintenant, vous pouvez taper groups ou bien vous tapez ID pour voir quels sont les groupes auxquels vous appartenez. Bien sûr, autrefois, c'était pour l'utilisateur, il devait appartenir à un seul groupe, mais non. Donc, un utilisateur, il peut appartenir à plusieurs groupes en même temps. Il y a la commande new group qui permet aussi de changer dynamiquement du groupe. Et on va voir comment faire. Donc, la bonne façon de faire, c'est plutôt d'accéder au fichier. Ça n'empêche, vous pouvez le faire avec le new group. Tapez main et new group. Donc, et vous allez voir new grp permet de changer dynamiquement le groupe. C'est une commande qui est opérationnelle pour changer ponctuellement du groupe principal, même si c'est une commande qui n'est pas vraiment très utilisée. Comme je disais, le changement de groupe, c'est quelque chose qui est souvent fait en accédant au répertoire fichier ou /etc/groupe. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne grossièrement comment ça marche. Donc si on reprend le scénario, alors, un utilisateur il se connecte. D'abord il va donner, une fois que vous faites CTRL-ALT-T, ou bien à la façon si vous êtes sur un autre, vous ouvrez votre invite de commande et on a dit bien sûr c'est le terminal à travers lequel le shell s'exécute. Vous allez d'abord vous connecter, vous allez fournir votre login et votre mot de passe.
Une fois votre connexion est réussie, donc votre shell il est lancé et l'utilisateur, on a dit, se trouve sur son répertoire de travail ou bien Working Directory. Et par défaut, donc c'est son répertoire de connexion, son Login Directory ou bien son Home. Hein, donc si vous vous connectez, vous pouvez identifier automatiquement votre répertoire de connexion. Alors, ces informations-là, ils sont placés dans des fichiers de configuration. Ces fichiers de configuration, essentiellement, c'est les deux fichiers /etc/password et /etc/. Par la suite, je vais vous répertorier l'ensemble, je vais vous lister l'ensemble et la description des répertoires essentiels au niveau du système Unix. Donc, parmi ces répertoires qui sont très importants, où il y a beaucoup de fichiers de configuration, c'est le répertoire /etc. Donc, si vous tapez cd/etc, vous faites ls par la suite, vous allez lister l'ensemble des instructions qui se trouvent sur le fichier, l'ensemble des fichiers de config qui se trouvent sur votre /etc. Commençons par le premier fichier, à savoir le fichier /etc/password. Alors, ce fichier, c'est un fichier qui est normalement accessible pour tout le monde en lecture seule. Alors, lorsque je dis accessible pour tout le monde en lecture seule, alors là, je rappelle la commande chmod. Donc, la commande chmod, c'est une commande qui permet de donner des droits d'accès aux utilisateurs. Bien sûr, on va la rappeler, mais là, lorsqu'on parle droit, donc il y a 3 types de droits. Il y a un droit de lire, il y a un droit d'écrire, et il y a un droit d'exécuter. Donc ces 3 droits, bien sûr, il y a des droits qui sont particuliers, on va l'expliquer, mais ça, c'est l'essentiel. Les 3 droits. Alors, le fichier /etc/password, comme c'est un fichier de config, donc il doit être accessible en lecture seule pour tout le monde. Et bien sûr, beaucoup de commandes ont besoin de pouvoir de lire pour exécuter la chose. Chaque ligne de ce fichier décrit un compte utilisateur et elle est constituée de 7 champs qu'on va décrire tout de suite. Par contre, le /etc/groupe quant à lui, c'est un fichier de config aussi, donc lui aussi il est accessible en lecture seule pour tout le monde. Et chaque ligne de ce fichier, elle décrit un groupe. Et elle est constituée de 4 champs séparés par des caractères de points. Donc la particularité de ces deux fichiers, que ce soit le /etc/password ou le /etc/group, c'est des fichiers qui décrivent l'ensemble des utilisateurs, pour ce qui est du /etc/password, non pas les passwords, mais les utilisateurs. Et /etc/group, c'est l'ensemble des groupes qui existent. Et vous allez trouver des lignes. Et chaque ligne, pour le /etc/password, c'est 7 champs. Pour le /etc/group, c'est 4 champs qui sont séparés avec 2 points. Donc, l'ensemble des utilisateurs, ils sont définis sur le /etc/password, accessible en lecture seule, et chaque ligne, il correspond à un utilisateur bien particulier. Regardons maintenant la structure. Donc, la structure, c'est d'abord l'utilisateur, son mot de passe éventuellement, le UID qui est le numéro, le GID, le numéro d'utilisateur, le GID qui est le numéro de groupe, un commentaire, le Home Directory pour son répertoire personnel et le dernier argument, c'est son shell. Donc, est-ce qu'il est sur le bash, est-ce qu'il est sur le SH, est-ce qu'il est sur le TSH, donc les shells qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors, ce tableau, il va vous permettre de faire la description. Donc, voilà, donc, on va dire un mot sur chaque chose. Donc, pour le login, les logins, donc il y a le root que vous connaissez, et il y a les autres comptes qu'on va voir comment créer avec des noms. Ça peut être des noms des personnes, ça peut être des noms de responsabilité ou bien de service ou de tâches. Donc, le password sur le fichier /etc/password, donc vous allez le trouver crypté. Ce n'est pas parce que vous êtes l'administrateur du système que vous allez immédiatement voir tous les fichiers des personnes qui sont en dur.
euh, vous allez le voir crypté, il est remplacé par une étoile ou avec X, et le contenu, il est plutôt placé dans un autre fichier qui est le /etc slash shadow. Donc le /etc slash shadow, c'est un fichier qui contient le, les mots de passe des utilisateurs. Alors, s'il est absent, donc ça veut dire que il n'y a pas de mot de passe pour cet utilisateur. Si on a un point d'exclamation, ça veut dire que c'est un compte qui est verrouillé. Alors, si vous voulez l'éditer, je vous invite à écrire sur votre terminal le VI espace /etc/password pour éditer le fichier. Alors, un autre point sur le nom de l'utilisateur, ben, il y a des limitations de caractères par rapport à certaines versions à 8 caractères. Donc, et une bonne pratique, il est conseillé d'utiliser uniquement les lettres en minuscules et les chiffres pour le constituer. Donc, évitez les caractères spéciaux pour les noms des utilisateurs. Voilà, donc ça c'est par rapport au nom. Donc, on a parlé de password aussi, donc comment ça marche. Donc, mais non, on passe au UID. Alors, j'ai dit que le UID, c'est un identifiant. C'est un numéro qui est interne au système d'exploitation. Il est associé à chaque utilisateur UID pour User Identification. Alors, par convention, donc les petits numéros, ils sont réservés aux comptes prédéfinis du système et on attribuera au compte ordinaire des numéros supérieurs à 200. Alors, si vous créez le 0 à 200, donc c'est des comptes qui sont déjà créés par le système. Et donc, si vous voulez créer un nouveau utilisateur, de préférence, il faut donner un numéro qui est supérieur à 200, voire 500 ou 1000, selon les versions. Mais il est aussi intéressant de planifier des intervalles de numéros associés aux différents groupes et il est important d'attribuer le même numéro à un utilisateur ayant accès à plusieurs systèmes de réseau. Comme ça, on se rappelle, si on a plusieurs systèmes réseau, pour un même utilisateur, vaut mieux garder ce numéro pour cette même personne ou pour ce même responsable. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire par rapport au UID. Donc, il faut faire très attention au UID et aussi il faut les répertorier pour savoir quel UID pour quel utilisateur. Pour ce qui est de GID, donc c'est l'abréviation de Group Identification, c'est le numéro de groupe d'appartenance de l'utilisateur. On a dit qu'il est impossible de trouver sur le système Unix ou Linux un utilisateur sans groupe. Et donc les groupes, ils doivent être identifiés par un numéro, lui aussi. Et en éditant le /etc/password, on va trouver dans la 4e position le numéro de votre groupe d'appartenance. Ben, si vous avez des groupes qui sont supplémentaires, on va trouver plus de détails sur le /etc/groupe. Pour ce qui est du commentaire, c'est une zone libre qui contient généralement le nom et le prénom. Et là aussi, il faut éviter les caractères spéciaux. En principe, pour les fichiers de configuration, de préférence, il faut éviter les caractères spéciaux. Mais éventuellement, il peut contenir des espaces, il peut contenir des vides. On peut mettre le numéro de téléphone, ou bien un numéro de poste, ou bien un nom complet. Ça dépend de vous, comment vous concevez la chose. Si c'est important de mettre par numéro de poste, vous pouvez mettre le numéro de poste. Si c'est un identifiant ou bien immatriculation de votre utilisateur au niveau du système d'information, au niveau de l'entreprise, vous pouvez aussi le faire. Pour ce qui est du répertoire, donc on a dit que c'est le home directory / login directory. Et donc c'est le nom complet de votre répertoire de connexion. Et ce répertoire, il constitue le point de départ de la sous-arborescence privée de l'utilisateur. Donc son monde commence à partir de ce répertoire-là. Et bien sûr, c'est la variable home de l'utilisateur lui-même. Alors, les répertoires /home ou encore /export/home, il accueille souvent ces répertoires de connexion qui portent d'habitude le nom de l'utilisateur.
vous allez trouver votre répertoire qui porte votre nom, bien le nom d'utilisateur éventuellement, slash home, slash Toto, slash Monsieur X. Voilà. Le dernier argument, c'est la commande et donc la commande, ou bien ce n'est autre que c'est le shell. Hein. C'est le shell. Ça peut contenir d'autres commandes, on va voir dans quel cas, mais la normale, c'est qui contient le nom complet du programme automatiquement démarré à la connexion. Et bien, si vous avez plusieurs shells, donc en général, j'ai dit hier que si on veut voir l'ensemble des shells dont dispose votre système, vous allez accéder au fichier /etc/shells. Et alors là, vous allez trouver d'abord le standard et on a dit que c'est le SH pour Unix et c'est le bash pour Linux. Alors, dans le cas où la connexion interactive en mode champ n'est pas renseignée, dans ce cas-là, le mot texte n'est pas très sollicité. Donc, par exemple, dans le cas des pseudo-logins ou bien des comptes de messagerie, donc là, vous allez trouver une bonne protection qui va plutôt indiquer un programme qui se termine immédiatement. Donc, c'est une façon, pour ne pas trop s'attarder sur la chose, c'est une façon pour empêcher l'exécution de commandes en se connectant avec ce pseudo-login. Donc souvent, vous allez trouver dans la partie commande /bin/false ou bien /bin/no-login ou bien le /dev/nul. C'est des façons pour boucler les pseudo-logins. Alors, pour la gestion des utilisateurs, alors les groupes sont définis au niveau du fichier /etc/groupe. Ils sont accessibles en mode lecture seule et chaque ligne décrit un groupe au niveau du /etc/groupe. Et quoi d'autre? Donc, c'est une structure aussi qui est hiérarchique, mais généralement, c'est très important pour un administrateur de système de maîtriser pour chaque utilisateur quel est le groupe auquel il appartient. Donc là, je vous invite à éditer les deux fichiers en utilisant VI. Donc VI /etc/group et VI /etc/password. Et bien sûr, tout en restant connecté avec l'utilisateur que vous êtes sans être root et voir le contenu. Alors, pour ce qui est des groupes, donc là j'ai dit qu'on a principalement 4 arguments. Et là, pour les 4 champs, c'est le nom de l'utilisateur, hein, comme on le voit ici, donc avec une séparation en 2 points. Donc le groupe de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur en question, le numéro du groupe et la liste des membres. Okay. Donc là, pour le groupe, d'abord on va trouver le nom du groupe, une appellation et non pas un identifiant. Alors pour le deuxième champ, donc c'est anciennement, donc c'était destiné au password, mais dans les versions actuelles, on va juste trouver le nom de l'utilisateur. Ou bien on va trouver un caractère, un X, ou bien un point d'exclamation, ou bien étoile. Donc là, je vous invite à taper pour voir la chose. Donc, dépendamment de la version où vous êtes, soit vous allez voir les mots de passe des utilisateurs, et j'estime que ça va être rare, hein, avec des nouvelles machines virtuelles ou bien des nouvelles versions ou distributions que vous avez installées. Sinon, vous allez trouver le nom du groupe. Vous allez trouver par la suite étoile ou bien point d'exclamation ou bien X. Et puis, vous allez trouver l'identifiant du groupe.
qui est le numéro associé au groupe. Et alors là, un mot à dire encore pour l'identifiant de groupe. Donc c'est un numéro, principalement, il désigne le groupe principal de l'utilisateur qui correspond au quatrième champ de sa ligne dans le fichier. Donc, dans le fichier /etc/password, donc on peut faire une double navigation ou bien un mapping entre les deux fichiers /etc/group et /etc/password. Et là, par convention, les petits numéros, ils sont réservés au groupe prédéfini du système et on attribue au groupe ordinaire des numéros qui sont supérieurs à 200, bien supérieurs à 500, bien supérieurs à 1000. Donc, ayez le réflexe en tant qu'administrateur et pour les GID et pour les UID de faire des nombres qui sont supérieurs à 200 pour laisser le 0 à 200 aux utilisateurs qui sont déjà créés par le système. Pour ce qui est des listes des membres, alors, il peut être vide, donc il y a possibilité que je trouve une ligne avec le quatrième champ qui est vide, et dans le cas contraire, il va contenir une liste de comptes avec une séparation en virgule des différents utilisateurs. Donc pour lesquels soit le groupe il est principal ou bien il est supplémentaire sans problème. Et même si cela ne constitue pas une erreur, donc il est inutile de mentionner ici un compte pour lequel le groupe est déjà le groupe principal. Donc il est plutôt réservé pour les groupes qui sont facultatifs ou bien supplémentaires.